L'industrie pétrolière canadienne est en crise, fragilisée par l'affrontement que se livrent les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite. En ajoutant à ça la pandémie actuelle, sa vulnérabilité est encore plus exposée. Voici la géopolitique du pétrole à l'ère du COVID-19. Partout dans le monde, la pandémie a mené la fermeture d'entreprises et à des restrictions de déplacement. Les voitures ne roulent plus, le transport de marchandises par train tourne au ralenti, tout comme de nombreuses usines, et la majorité des avions sont cloués au sol. Depuis un mois, tous ces facteurs contribuent à une baisse considérable de la demande en pétrole. Jason Kenney, le premier ministre d'Alberta, s'inquiète évidemment de la situation. Il demande l'intervention urgente du gouvernement fédéral et estime qu'Ottawa doit verser 20 milliards de dollars pour secourir le secteur énergétique. La CAODC, une influente organisation de l'industrie du pétrole, affirme que si des mesures d'urgence ne sont pas déployées rapidement, il va y avoir une cascade de faillites. Pour le PDG Mark Scholes, il s'agit d'une crise existentielle. Depuis 2014, plus de 200 000 travailleurs ont perdu de bons emplois. Nous avons perdu 22 compagnies et près de 600 plateformes pétrolières. Ces compagnies sont la colonne vertébrale de communautés rurales au Canada et chaque plateforme permet à 175 personnes d'avoir un emploi direct ou indirect. Nous avons atteint le point de rupture. Si nous ne recevons pas le support et les liquidités dont nous avons besoin aujourd'hui, des milliers de Canadiens vont perdre leur gagne-pain et une des plus importantes industries du Canada sera décimée, possiblement au-delà de toute perspective de rétablissement. Il faut comprendre que le prix du baril de pétrole albertain est historiquement bas. En février, il était à 27,28 US, 40 % de moins que l'année dernière. Au début du mois d'avril, il était à 3,82 $. Des experts prédisent qu'il pourrait continuer de baisser jusqu'à 0 $. Jason Kenney a même spéculé qu'on pourrait voir dans les prochaines semaines des prix négatifs. Comment c'est possible? En incluant le prix d'entreposage, il peut carrément devenir moins nuisible pour une entreprise de payer des acheteurs pour prendre son pétrole. Néanmoins, la précarité de l'industrie pétrolière de l'Alberta n'est pas nouvelle. D'emblée, la rentabilité de l'exploitation des sables bitumineux est volatile. Premièrement, parce que la région est enclavée. Le pétrole brut doit parcourir de longues distances pour se rendre jusqu'aux raffineries. Deuxièmement, parce que c'est du pétrole lourd. Il est moins convoité parce qu'il est plus difficile à raffiner. Pour le même baril de pétrole, une compagnie albertaine doit dépenser 10 fois plus qu'une compagnie d'Arabie saoudite. En plus, l'essentiel des ventes de pétrole du Canada se fait avec un seul partenaire commercial, les États-Unis. Or, depuis 2010, les États-Unis ont doublé leur production, réduisant de beaucoup l'importance des importations de pétrole provenant du Canada. Il faut aussi ajouter au portrait la réduction de la confiance des investisseurs. Plusieurs grandes institutions financières, comme HSBC par exemple, la plus importante banque d'Europe, veulent réagir à la pression de leurs actionnaires et à la pression populaire à propos des changements climatiques. Elles ont arrêté de placer leur argent dans l'industrie pétrolière albertaine parce que son extraction de pétrole des sables bitumineux est connue du public pour être particulièrement néfaste pour l'environnement. Le marché commence à pointer dans une nouvelle direction, mais l'Alberta a de la difficulté à s'adapter. Pour faire face aux critiques des environnementalistes canadiens sur l'énergie albertaine, Jason Kenney a créé une cellule de guerre disposant d'un budget de 30 millions de dollars. Est-ce suffisant? Avec 4,5 millions de barils par jour, le Canada n'est pas un très gros joueur. Les États-Unis en produisent 17,8 millions, l'Arabie saoudite 12,4 et la Russie 11,4. Le Canada n'a aucun contrôle sur le jeu géopolitique qui envenime la crise actuelle. Depuis une bonne dizaine d'années, l'Alberta reçoit tous les contre-coups de la scène internationale, sans pouvoir répliquer adéquatement. Tout ça a commencé autour de 2010, quand les États-Unis ont commencé à accélérer exponentiellement leur production de pétrole grâce à la fracturation hydraulique, ou fracking. En augmentant continuellement l'offre sur le marché, ils ont graduellement fait baisser les prix du baril. Quand, en 2014, le prix du baril est tombé bien en bas de 100 $ US, l'OPEP a voulu renverser la tendance en proposant à ses membres de réduire la production pour rehausser les prix du baril. L'Arabie saoudite s'est opposée à la proposition. Pour les États-Unis, une offre surabondante met davantage de pression puisque les coûts de production sont plus élevés. Pour l'Arabie saoudite, le coût de production est tellement bas que même si le prix du baril est ridiculement faible, elle garde tout de même une marge de profit suffisante.
Mais la stratégie de l'Arabie Saoudite a rapidement atteint sa limite. Le prix du baril a continué à chuter pour se stabiliser entre 40 et 50 $ US. Les États-Unis ne semblaient pas particulièrement en souffrir et l'augmentation de la production s'est poursuivie. En 2016, l'Arabie Saoudite s'est finalement ravisée et les revenus proposés à l'OPEP de réduire la production afin de faire remonter les prix et a étendu l'invitation à la Russie. Ils en sont arrivés à une entente et ont convenu de chacun réduire leur production de pétrole. Le prix du baril a donc remonté, mais au final, la démarche a joué en faveur des États-Unis, puisque cela contribuait à augmenter leur marge de profit sur l'exploitation du pétrole de schiste. Non seulement les États-Unis ont continué à augmenter leur production, mais en plus, ils ont pu profiter des restrictions que s'auto-imposaient l'OPEP et la Russie pour combler la part de marché laissée vacante. Qui part à la chasse perd sa place. De 2010 à 2020, la production des États-Unis a doublé jusqu'à devenir le premier producteur mondial. En mars dernier, dans le contexte de la pandémie, l'OPEP et la Russie se sont réunis à nouveau pour discuter d'une réduction encore plus importante dans leur production. Mais cette fois-ci, la Russie a refusé, y voyant un trop grand avantage pour les États-Unis. Pour l'Arabie Saoudite, c'est la guerre. Dans les semaines qui ont suivi, elle a inondé le marché mondial de son pétrole, causant l'effondrement des prix. Elle est revenue à sa stratégie de 2014 et pour certaines compagnies pétrolières américaines, la situation est rapidement devenue intenable. Pourtant, au final, ni la Russie ni même l'Arabie Saoudite ne profiteraient de la prolongation d'une telle dynamique. Après tout, le pétrole demeure la principale source de revenus de ces États. Pour l'Alberta, dans le contexte de la crise, ce jeu géopolitique est carrément désastreux. Pendant que l'industrie albertaine vend son baril en bas de 5 $ US, l'industrie américaine réussit quand même à échanger le sien autour de 24 $. L'écart est considérable, mais pourquoi? Car dans une situation de surabondance de pétrole comme celle qu'on connaît actuellement, l'Alberta porte un énorme boulet à sa cheville, le manque d'espace d'entreposage. La demande mondiale de pétrole est tellement basse en ce moment que les experts prédisent que d'ici juin, il n'y aura plus d'espace pour entreposer tous les barils non voulus. Les États-Unis, par exemple, sont mieux équipés pour faire face à cette situation. Grâce à la réserve stratégique de pétrole du département de l'Énergie, leur capacité d'entreposage, la plus grande au monde, est de près de 800 millions de barils dans des réservoirs souterrains en Louisiane et au Texas. Il n'y a rien d'équivalent au Canada. Les plus grands espaces d'entreposage sont déjà presque pleins. Certaines compagnies albertaines ont même rempli et stationné des wagons-citernes autant que possible, mais il y a des limites à une telle manœuvre. Certains ont drastiquement ralenti leur production. D'autres n'ont pas le choix de vendre leur pétrole, quasiment à perte. Elles sont prises dans un cercle vicieux. Les prix sont trop bas pour dégager une marge de profit suffisante, mais en étant obligées de vendre, elles contribuent à encore plus baisser les prix en augmentant l'offre sur le marché. Ultimement, certains de ces producteurs abdiquent, cessent la production et mettent la clé dans la porte. Un mois et demi après que la pandémie ait bouleversé la demande mondiale en pétrole, une entente a été conclue entre l'OPEP, l'Arabie Saoudite et la Russie, avec l'aval des États-Unis. L'objectif est de réduire l'offre de pétrole sur le marché pour soulager les producteurs. Pendant ce temps, en Alberta, le gouvernement provincial a annoncé un investissement de 1,5 milliard de dollars et une garantie de près de 6 milliards à la multinationale TC Energy Corporation pour la construction du controversé pipeline Keystone XL. Les travaux ont commencé le 1er avril dernier et son entrée en service est prévue pour 2023. Une fois complété, il devrait transporter 830 000 barils de pétrole brut par jour, de l'Ouest canadien jusqu'aux raffineries américaines du golfe du Mexique. Keystone XL, selon les défenseurs du projet, contribuerait à réduire la dépendance de l'Amérique du Nord vis-à-vis de l'OPEP et assurerait un revenu estimé de 30 milliards de dollars à l'Alberta et au Canada. En ajoutant à ce projet l'entrée en service de la nouvelle ligne 3 d'Enbridge en 2020 et l'agrandissement du réseau Trans Mountain en 2022, Jason Kenney considère que l'avenir du secteur énergétique albertain serait non seulement protégé, mais qu'il attirerait en plus de nouveaux investissements. Pour les détracteurs de ces projets, l'industrie pétrolière albertaine serait certainement soulagée, mais seulement à court terme puisqu'elle ne serait toujours pas compétitive dans le marché international. Il vaudrait mieux diversifier l'économie au lieu de s'enfoncer plus loin encore dans un sable mouvant géopolitique dans lequel nous n'avons aucune influence. C'est un dilemme stratégique dont il faut débattre,
car nous jouons à un jeu d'échecs particulièrement risqué. C'était Benjamin Tremblay. À la semaine prochaine. 7 jours sur Terre est un média 100% indépendant financé exclusivement par les contributions de ses membres. Si vous croyez que ces capsules sont importantes, vous pouvez nous aider en cliquant j'aime, en partageant avec vos amis ou encore en devenant membre exclusif. Pour seulement 3 $ par mois, vous avez accès à une capsule à chaque semaine et nous permettez de produire encore plus de contenu de qualité.